Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième et dernier point lecture pour le mois de juillet. Et en même temps je vous parlerai de mon bilan pour le French Readathon et le Booktubeathon qui étaient deux challenges qui se tenaient sur la dernière semaine du mois de juillet. Du coup dans ce point lecture je vais vous parler de 4 de mes dernières lectures, à savoir le screenplay des Animaux Fantastiques, La Tresse de Laetitia Colombani, À la place du cœur saison 2 d'Arnaud Catherine, et enfin En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Du coup, comme je vous disais, j'ai lu ces livres dans le cadre des challenges des Booktubeathon et French Readathon. Ce sont deux challenges qui se tiennent tous les étés. Le Booktubeathon est anglophone, il a été créé par des chaînes américaines, alors que le French Readathon est français. En général, j'aime beaucoup participer aux deux si je le peux. Les précédentes années, ils étaient généralement sur 2 semaines qui étaient à la suite l'une de l'autre, mais pas la même semaine. Par contre, cette année, ils étaient la même semaine et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire au mieux pour essayer de valider un maximum des thèmes proposés par chacun des deux challenges. En sachant que chaque challenge proposait entre 7 et 8 thèmes. L'idée de ces challenges c'est de réussir à lire 7 livres en une semaine, mais ils sont généralement considérés comme validés à partir de 4 livres lus dans la semaine. Et pour ma part j'en ai lu 5 puisque j'ai lu donc les 4 que je vous ai présentés, plus les derniers jours de Rabbit Eyes dont je vous avais parlé dans mon dernier point lecture. Je suis plutôt contente de moi, même si c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé atteindre forcément l'objectif des 7 livres, mais je me suis vraiment fait surprendre par la charge de travail sur les 4 derniers jours d'août et de juillet et donc les 3 derniers jours du challenge. Où je me suis retrouvée à travailler une dizaine d'heures, entre 10 et 11 heures par jour au lieu de mes 7 heures par jour habituelles puisque j'avais quelques heures à rattraper. Et du coup forcément ça a un peu joué sur mon rythme de lecture puisque je n'avais que très peu de pauses et donc très peu de temps pour me reposer. Et du coup voilà, sur les 3 derniers jours de challenge j'ai lu 150 pages donc forcément ça n'aide pas quand on se lance dans ce genre de défi, mais je suis plutôt contente de moi, j'avais réussi quand même à bien lire les jours précédents. En plus de ça, le week-end juste avant le début du French Readathon, il y avait un week-end à 1000, mais pour ma part j'ai décidé de ne pas le faire puisque donc je travaille tous les week-ends. Et par contre j'ai décidé de le décaler sur mes jours de repos, donc les mercredis, jeudis, et du coup c'était pendant ma semaine de Booktubeathon et c'est ce qui a fait entre autres que j'ai quand même réussi à atteindre les 5 pages puisque j'ai validé ce week-end à 1000 qui était décalé. Du coup, trêve de blabla, je vais donc vous parler de mes lectures. J'ai donc lu ces 4 livres, donc 3 en numérique, d'où le fait que je vous les présente sur mon téléphone parce que les aperçus sur des couvertures sur la liseuse sont, je trouve, vraiment pas terribles. Et le dernier juste ici. Donc je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec le screenplay des Animaux Fantastiques. C'est un texte et un livre que j'ai en anglais, en VO chez moi avec la super belle couverture en hardback, etc. Voilà, j'avais décidé de ne pas l'emmener avec moi et je m'étais dit de toute façon que probablement je le lirais en français puisque c'est vrai que voilà, je suis plus à l'aise avec le français forcément, mais je préférais avoir l'objet livre en anglais. Et du coup voilà, ça correspondait à certains thèmes du challenge et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer dedans, et vu que je savais que c'était un screenplay avec des illustrations etc, je savais que je le lirais assez vite et ça a été le cas puisqu'il fait quelque chose comme 300 pages, j'ai dû le lire en moins de 2 heures et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'on se replongeait vraiment dans l'ambiance et l'univers du film. Donc voilà, pour tous ceux qui ont adoré le film, je vous recommande vraiment de le lire. Après donc c'est écrit comme un screenplay, donc plutôt comme une pièce de théâtre et non pas en roman classique. Ce qui fait aussi que ça se lit très vite, mais voilà, je trouve que pour les personnes qui ont aimé le livre, qui ont aimé le film et qui ont envie de se replonger dans cette ambiance là, le livre fait très très bien le boulot et puis il est super beau, j'ai adoré les illustrations, la mise en page, etc. Donc je vous le recommande si comme moi vous avez beaucoup aimé ce film. Et derrière je me suis empressée d'aller sur YouTube revoir mes scènes préférées avec mes animaux fantastiques préférés. Personnellement il s'agit de l'Oxami et de la demi-guise, même si j'adore la scène dans la valise de Newt, voilà. Ensuite, j'ai donc lu La Tresse de Laetitia Colombani qui est publié chez Grasset. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai beaucoup vu passer, ça a été le coup de cœur de plein de personnes et j'avais envie d'un livre, voilà, d'un livre qui me transporte. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, pas eu beaucoup de gros coups de cœur en tout cas, et je me disais peut-être enfin ce sera le cas.
Du coup c'est pour ça que je me suis aussi lancée dans ce livre. En fait on va suivre 3 femmes différentes qui ne se connaissent pas du tout et qui vivent chacune dans un pays différent. On suit Smita qui vit en Inde et qui a qui est une intouchable, donc la plus basse caste qui existe en Inde, et donc elle est chargée du récurage des toilettes des gens, et son but dans la vie c'est que sa fille ne connaisse pas le même sort qu'elle, et donc de tout faire pour que sa fille ait un meilleur avenir. Ensuite on a également Giulia qui est une jeune fille sicilienne dont le père possède une grande entreprise, une entreprise familiale, et voilà, elle l'aide dans cette entreprise et elle va devoir la reprendre et essayer de la faire persévérer et perdurer. Et en parallèle de ça, on a la dernière personne qui s'appelle Sarah et qui est une jeune Canadienne qui bosse dans une grande agence d'avocats, dans un grand cabinet d'avocats, et voilà, qui est très concentrée sur sa carrière et assez peu sur sa famille et sa santé, mais qui va venir voir ça se retourner contre elle. Et donc voilà, on a ces 3 femmes et ces 3 destins vont venir s'entremêler à la manière d'une tresse, d'où également le titre, même s'il vient également d'un autre aspect du roman. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé, qui est très court, qui fait 220 pages à peu près, qui se lit très facilement. Après c'est vrai que comme d'autres, c'est souvent la critique qui est un peu faite, c'est que j'ai trouvé que c'était assez inégal entre les 3 personnages, à savoir que le personnage de Smita, je l'ai absolument adoré et j'aurais pu lire 500 pages uniquement consacrées à Smita et sa fille, parce qu'elles m'ont vraiment beaucoup touchée. Et je trouve qu'on aurait pu en dire beaucoup plus, que ce soit avant, pendant ou après ce qui se passe dans le récit pour elle. Et pour la deuxième, donc Giulia, celle l'italienne, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimé suivre. J'ai surtout beaucoup aimé la passion qui est décrite dans ces passages-là, mais j'ai pas eu spécialement l'envie d'en lire plus sur elle, mais en tout cas ce que j'ai lu m'a beaucoup plu. Et par contre le dernier personnage, celui de Sarah, j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher à elle, comme ça a été le cas pour beaucoup. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu inégal entre tous, et c'est ce qui a fait que j'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman. Malgré tout, je l'ai beaucoup aimé. En plus, il me semble que c'est un premier roman, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et je lirai d'autres livres de cet auteur avec plaisir. Surtout ce qui se repenche sur la condition indienne, c'est vrai. Donc voilà, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, toujours pareil, pour les challenges que j'avais à valider, je me suis dit tiens, ça va être l'occasion, je vais continuer une série dont j'ai vraiment bien aimé le premier tome. J'ai très envie de lire le second. Je vais donc me lancer dans le 2e tome de À la place du cœur d'Arnaud Catherine. J'avais vu que les avis étaient plutôt meilleurs que sur le premier tome, que pour ma part j'avais déjà trouvé plutôt bien, en sachant que ce sont des livres, donc des romans contemporains adolescents dans lesquels on suit un jeune adolescent qui s'appelle Com, qui est en terminale, et on suit également ses amis, ses amours, etc. dans le premier tome. Le premier tome se passe autour des jours dans les jours qui entourent les attentats du 13 novembre, pas du 13 novembre, ceux de janvier de Charlie Hebdo. Et donc voilà, ça entoure tout ça et on voit tout comment ça impacte sur leur vie d'adolescent. Et j'ai trouvé que c'était bien traité, et du coup j'avais envie de lire celui-ci, même si voilà, pour le coup c'est autour du 13 novembre. Et j'appréhendais un peu ma lecture, et en fait je ne l'appréhendais pas pour les bonnes raisons, à savoir que ça a été une lecture très très dure pour moi, puisque dès le début en fait on retrouve Com, mais on ne le retrouve pas de lui-même, on le retrouve par le regard des autres sur lui. Et Com a beaucoup changé, les événements de la fin du premier tome l'ont énormément marqué, et c'est très dur parce que comme moi on s'est attaché à ce personnage, on s'est un peu identifié en lui, puis en plus je trouvais voilà, qu'il y avait une très bonne représentation de la société et de la jeunesse actuelle. Du coup c'est assez difficile de voir ce qu'il est devenu, et voilà, ça m'a pas mal fait pleurer, etc. J'ai trouvé ça vraiment dur. Après j'ai beaucoup aimé comment tout se remet en place vers la fin, et ce qu'on découvre de Com et du livre et de toutes ces choses là. Et c'est vrai qu'en fait les attentats du 13 novembre n'occupent qu'une petite part de ce roman, c'est pas du tout le sujet central je trouve, ils arrivent vers la fin, mais pour moi le sujet central est beaucoup plus centré sur les adolescents et sur ce qu'ils pensent de tout ça, et des événements particulièrement de la fin du tome 1.
Donc voilà, je suis très contente d'avoir continué cette série. C'est un tome que j'ai trouvé excellent, qui a beaucoup pris en maturité, même si c'est vrai que je l'ai trouvé très très dur à lire, pour moi qui avais adoré ces personnages. Donc voilà, après je pensais que ce serait seulement une duologie, et quand j'ai terminé le livre, à la dernière page, il y avait écrit retrouver prochainement la saison 3, en gros, et je savais pas du tout qu'il y avait une saison 3, et je sais pas, j'aimais bien comment ça se terminait, et je suis du coup un peu curieuse et sceptique en même temps sur le tome 3. Je pense que je le lirai parce que c'est une série que j'aime beaucoup, mais je pense qu'ils auraient pu s'arrêter là et que ça aurait été bien que ce soit qu'une duologie et pas forcément une trilogie comme ce qu'on voit tout le temps. Mais voilà, je lui ai mis la note de 18 sur 20 quand même. Et enfin pour terminer, j'ai donc lu En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, publié aux éditions Finitude, qui est maintenant ressorti chez Folio. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, j'avais quelques amis qui l'avaient lu et qui me disaient que voilà, c'était un livre absolument à lire. Et j'avais très envie de le lire, et ma grand-mère l'avait, et vu que je suis en vacances chez mes grands-parents cet été, elle m'avait dit tiens bah du coup vu que je laisse, tu veux le lire, c'est possible. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Je l'ai lu aussi dans le cadre du challenge parce que c'est un roman qui est assez court, il fait 150 pages, c'est pas écrit très gros, c'est un livre assez dynamique. Donc ça rentrait bien là-dedans. En fait c'est une histoire qui est assez compliquée à résumer, c'est un roman contemporain dans lequel on suit deux voix, on suit la voix d'un père et la voix de son fils, et en fait on suit à travers ça leur vie de famille, en sachant que c'est une famille assez particulière. À la base le père est un petit peu un mythomane, gentil mais un peu mythomane, la mère est un petit peu étrange et il se demande si elle n'est pas un petit peu folle, et le fiston grandit là-dedans. C'est un univers très déjanté, très barré, où ils font tout le temps la fête, ils boivent des cocktails et tout ça, enfin voilà, ils ont un très grand appartement dans Paris. Ils jouent aux échecs sur le damier du carrelage de l'entrée. Il y a le portrait d'un soldat prussien, je crois, dans leur entrée. Et surtout, ils vivent avec un oiseau, une demoiselle de Namibie, je crois, qui est donc un grand oiseau africain sauvage en théorie, qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire, et qui vit dans leur appartement avec eux en bon oiseau de compagnie. Donc voilà, c'est une famille très barrée, et on est plongé dans cette ambiance. C'est un livre très sympa, très original, et qui vaut le coup d'œil, qui vaut d'être lu. Ça se lit rapidement, on passe un bon moment avec, et voilà, c'est pas ce qu'on va lire tous les jours. C'est un roman qui est loufoque, qui est en même temps très doux, très tendre, très mélancolique à la fois. Enfin voilà, c'est un roman avec plein de bonnes émotions à l'intérieur, et qui fait du bien, je trouve, à lire, et que du coup je vous recommande de découvrir, juste parce que voilà, vous n'en lirez pas 50 000 comme ça. Mais donc voilà, j'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, avec ce petit point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains des livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé. Sur ce, pour ma part, je vous retrouve prochainement en vidéo. Je sais pas encore exactement ce que ce sera, on verra bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes vacances. Salut!